Bonjour à tous et bienvenue dans Les Rois du Monde, l'émission solidaire et sociale. On aura désormais rendez-vous chaque semaine, le lundi, mercredi et vendredi à 18 h pour des interviews d'experts pendant le confinement, ainsi que de la promotion et de l'entraide aux associations. Donc voilà, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va retrouver Charlotte Ticot. En attendant, je vous laisse un petit peu vous connecter. Elle est coach de vie et va répondre à nos questions concernant l'anxiété pendant le confinement. Parce que pas mal d'entre nous sont anxieux de ce qui se passe. Donc, on va l'attendre un petit peu. Je crois qu'elle est là, qu'elle nous regarde. Voilà, je viens de me connecter. Je vous laisse un peu arriver. Et on va recevoir Charlotte qui va répondre à nos questions. N'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à intervenir. Voilà, vous êtes déjà nombreux à vous connecter. Et voilà, on a retrouvé Charlotte. Comment tu vas? Ça va très très bien. Et Ouais. toi? Comment tu vis le confinement? Un petit peu comme tout le monde. Des jours ça va, des jours ça va moins bien, mais voilà, on prend sur nous, on essaye d'optimiser au maximum et on essaye d'apprendre de nouvelles choses. On a le temps. Tout ce qu'on n'a pas le temps de faire l'année, bah voilà. Moi, je me suis dit que j'allais le faire maintenant. Après être passé par des hauts et des bas, hein. T'as mis à profit. T'as compris Ouais, qu'il fallait mettre à profit. j'essaye. Très bien. Voilà, je te Magnifique. trouve très bronzée pour une confinée. C'est-à-dire que j'ai un petit balcon filant dont je profite allègrement. Voilà. Bon, bah écoute, on est déjà à 30, donc on va pouvoir commencer. Quand tu veux. Voilà, donc je voulais qu'on parle aujourd'hui avec toi un petit peu justement de cette anxiété pendant le confinement, parce que c'est le cas de tout le monde, de tous les âges. J'ai pas mal de retours concernant justement voilà, ce problème de gens qui n'arrivent plus à dormir, qui ressassent un petit peu sans cesse des idées un peu noires, le fait de rester en boucle sur BFM, chose qu'on a beaucoup arrêté par rapport au début. Bon, ça nous a Tant quand mieux. même pas mal meurtri à tous. Les mauvaises nouvelles, ce genre de choses. Voilà, on voulait avoir un petit peu ton avis. Et Alors, on, mon avis. Ouh là là. Alors, est-ce que tu peux circonstancier un petit peu sur quel sujet précisément tu veux mon avis? Est-ce que tu veux que je te parle un petit peu d'anxiété pour commencer? Pourquoi les gens se disons sentent que la particulièrement situation est voilà, particulièrement anxiogène et on remarque une perte de motivation énorme dans les activités du quotidien. Donc, Ok, comment se reprendre? très bien. Alors, commençons par la motivation parce que c'est un bon sujet. Donc, la motivation, en réalité, on se rend compte que s'il y a une perte de motivation, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qui nous animait par le passé. S'il se passe quelque chose au présent, ça veut dire que dans les motivations qu'on trouvait au passé, il y a une cause. En réalité, on a l'impression qu'on prend conscience qu'on ne sait pas tout à fait ce qui nous poussait à agir avant, à faire quelque chose. Parce qu'en réalité, la motivation, c'est quelque chose d'extrêmement intrinsèque. Donc on a l'impression, si je fais une généralité, qu'on était tous poussés par une forme de pression sociale ou d'obligation statutaire de travailler quotidiennement, de se rendre à son travail, de ramener son salaire, de faire quelque chose qui était réellement ancré dans notre fonctionnement de société et qu'on n'arrive pas à trouver ses propres centres d'intérêt. Donc en réalité, là où on peut trouver une réelle motivation, c'est en essayant de repersonnaliser ce qui s'est complètement dépersonnalisé. Je m'explique, ça veut dire qu'en réalité, on ne sait plus exactement quels sont nos réels centres d'intérêt. Le fait d'avoir du temps, c'est une possibilité pour nous de nous centrer et de nous recentrer sur ce qu'on souhaite vraiment. Alors ça peut être changer de profession, mais ce n'est pas le cas de 90% des personnes. Ça peut être changer la façon dont on vit au quotidien notre profession, notre façon de faire ce qu'on appelle vulgairement métro, boulot, dodo, ou ça peut être tout simplement se créer de nouveaux hobbies qu'on n'avait pas par le passé et qui génèrent chez nous une motivation. Maintenant, pour ce qui est spécifiquement du confinement, je pense que le meilleur conseil à prodiguer, c'est de se créer un quotidien. Parce que la lassitude, elle vient d'un manque de structure, d'un manque d'objectif. Donc si tous les matins, on se lève avec un objectif pour sa journée, qu'on se dit, voilà, ce matin, quoi qu'il arrive, je prends ma douche, je me prépare, je me maquille,
peut-être que je fais une séance de sport, peut-être que je lis le journal du matin, ce que je trouve sur Internet, ce qui m'intéresse. Et puis ensuite, je me crée un programme. Pour ceux qui ont des enfants, le programme est induit parce qu'il y a les programmes scolaires qui s'activent, etc. Donc les temps de disponibilité des parents sont en fonction de ça. Mais pour ceux qui n'en ont pas ou qui ont des enfants en bas âge qui ne suivent pas un programme scolaire, à ce moment-là, ils se créent un programme avec tel et tel et tel objectif dans sa journée. C'est extrêmement important. C'est devenu indispensable là, au bout d'un mois, plus d'un mois là. Voilà, c'est vrai qu'au début, comme tu dis, on était un petit peu dans l'expectative de savoir combien de temps ça allait durer. Peut-être qu'au début, on s'est un peu laissé aller, puis d'abord, il y a eu l'effet de surprise, donc on s'est senti acculé par un tas d'informations qui n'étaient pas tout à fait vérifiées. On ne savait pas quoi attendre de cette période, etc. Maintenant, cette période, on a, j'allais dire, un temps qui se profile, on sait ce qui va se passer à moyen terme au moins, et donc on sait qu'on y est jusqu'au 11 mai minimum. On sait qu'après, on va se déconfiner progressivement, reprendre un rythme normal progressivement. Donc, on sait qu'il reste minimum un mois à tirer, si j'ose dire, et donc il faut absolument structurer un quotidien avec des objectifs. Et c'est comme ça qu'on rentre en contact. Ensuite, merci pour Charlotte. Si tu veux, je regarde parce qu'on a pas mal de gens qui nous ont rejoints. Je regarde s'il y a des questions. Alors, on dit bonjour à Roger, à Moshe, à Alexandra, à Nadav, à Lisa, à Johan, à Ornella. Donc, il y a beaucoup de monde et je ne sais pas s'il y a des questions. Donc, belle gosse, ça compte pas, je crois. Non. Les questions. Non, on n'a pas encore de questions. Ok, alors si tu veux bien, je continue sur cette question de l'anxiété. Les causes, en fait, ce qui génère ces angoisses qu'on peut se créer, comme tu dis, des angoisses nocturnes, dont personne n'est exempt en ce moment. Je pense qu'à cette question d'angoisse, il y a une réponse universelle et après deux composantes. La première réponse universelle, c'est qu'on est tous dans une période d'isolement psychologique, qu'on soit accompagné ou non à la maison d'un mari, d'un compagnon, d'une femme, d'enfants. On se sent tous dans une sorte d'effondrement intérieur, je pense. Je pense que tout le monde peut caractériser ça. Et donc, ça vient de deux faits qui sont un peu nouveaux. Le premier fait, c'est la rupture du lien social. C'est-à-dire que pour la première fois de notre vie, pour la plupart d'entre nous, on est séparés du reste du monde, ou en tout cas de nos familles, de nos amis, de nos contacts professionnels. Et la deuxième raison que je vais développer, c'est le fait d'avoir tout un tas de croyances qui affluent sans connaissance réelle du phénomène. C'est un nouveau phénomène et on ne le connaît pas. Donc, pour la première partie, la rupture du lien social, ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'expliquer ce que c'est. En revanche, ce que je peux dire, c'est qu'il faut absolument créer du lien humain dans cette période. Et ça passe par des choses, évidemment, on est empêché de sortir. Donc, il y a des possibilités. Il y a ce qu'on est en train de faire, le réseau social, créer des contenus Instagram, du live, pourquoi pas LinkedIn. Et puis après, il y a des choses beaucoup plus de proximité. Par exemple, il y a tout d'un coup, on se redécouvre une vie avec des voisins. On se rend compte qu'on a des voisins. On a la possibilité de les voir au moins de loin. Le soir, quand on applaudit, ça crée une espèce d'effusion collective. Et ben, ça, c'est du lien humain. Il faut saisir toutes les opportunités de créer un petit lien humain, passer des coups de fil. Et c'est important à ce point de voir les autres, ne serait-ce que du balcon? Évidemment, on est des animaux sociaux, on a absolument besoin de l'autre en réalité pour composer avec soi. Être enfermé sur soi, ça n'a jamais été très salutaire. Je pense vraiment qu'on a besoin de l'autre pour se développer, pour apprendre, pour juste avoir une conscience que l'histoire de l'humanité continue à se dérouler, qu'on n'est pas en stop, qu'on n'est pas mort. On a besoin des autres pour se rendre compte qu'on n'est pas mort. Et pour la deuxième partie, il y a ce problème, comme tu dis. Au début, tout le monde regardait BFM, et le problème, c'est que BFM diffusait tout un tas d'informations au fur et à mesure de leur arrivée, mais non totalement vérifiées. Il le disait, c'est-à-dire on appréhendait un phénomène tout à fait nouveau, on avait besoin de comprendre ce qui se passait, mais c'était des supputations. Et donc, à partir de là, on se nourrissait de croyances indues, d'anxiété par rapport à des faits non vérifiés. Donc, mon conseil, c'est qu'il faut absolument sourcer toutes les informations qu'on reçoit. Ne pas répéter n'importe quoi, essayer de rationaliser en fait tout ce qu'on entend. On a parlé toutes les deux de ces gens qui se rendent dans des laboratoires pour aller se tester alors que les tests ne sont pas encore fiables. C'est insensé en fait. C'est-à-dire qu'ils ont entendu que potentiellement il y a un test qui va être développé, qu'il est peut-être déjà dans certains laboratoires. Ils y courent, alors qu'en réalité, si on se renseigne bien, on se rend compte qu'il n'est pas encore fiable, qu'il y a des faux négatifs, des faux positifs, qu'on va y aller et qu'on va se faire une fausse idée de la situation, de notre situation personnelle, pour
pour créer un risque pour nous et pour les autres, créer un risque de transmission, de contamination. Donc, rationaliser, c'est extrêmement important. Et ça baisse l'anxiété. Très D'accord. important. Je voulais te demander, je regarde, j'ai pas de questions. Non. On a appris que beaucoup de gens consultaient pensant être porteurs du Covid-19 alors qu'il s'agissait de crises d'angoisse. Est-ce qu'il y a des Ouais. exercices à faire au quotidien Oui, pour éviter euh, ça? mais ces exercices vont faire rire, j'allais dire, les plus terre à terre. Cela dit, il faut que je les propose quand même. Bien La sûr. première chose, c'est faire du sport, déjà. Ouais. Tout simplement pour exulter un petit peu tout ce qu'on a à l'intérieur de soi. La deuxième chose, c'est respirer. Moi, j'utilise une application, ça s'appelle Respire Relax. C'est 5 minutes. Juste, t'inspires, t'expires et tu te sens 100 fois mieux parce que c'est comme ça, c'est un message, un neurotransmetteur de bien-être. Donc, tu te forces à respirer. Ce qu'on ne fait pas beaucoup, Donc, tu en vois, fait, là, on sait pas respirer parce que s'il y a des Non. applis qui sont créées pour la chose la plus Mais oui, évidente du monde, c'est qu'on ne sait pas respirer. Il faut bien le mais bien noter sûr. parce que La première fois que je me suis trouvée sur cette appli, je me suis dit, waouh, mais je ne sais même pas inspirer ni expirer aussi longtemps en réalité. Tu vois, là, on est en train de parler, on est quasiment en apnée parce qu'on est dans le fil de notre truc et donc finalement, on se crée des crispations. Et je pense que respirer avant de dormir, c'est extrêmement important. Et puis la troisième chose, bah, c'est rire. Ça paraît bête, mais en cette période douloureuse, je pense que se forcer à rire aux éclats. Alors, on peut le générer par un film, un livre, des blagues qu'on trouve sur Internet à foison. Mais juste rire aux éclats, ça permet, si tu veux, d'inscrire sur ta physiologie un message qui va te permettre d'oxygéner ton cerveau, d'inscrire sur ton visage quelque chose de positif. Et si tu veux, tu deviens ce que tu mets sur ton visage, tu vois. Si tu mets de la souffrance sur ton visage, tu vas la ressentir. Si quand tu souffres, tu souris, tu annihiles un petit peu l'effet de la souffrance. Donc je pense que rire, c'est un très bon conseil pour baisser l'anxiété, tout simplement. Des choses, tu vois, triviales, mais essentielles. donc on va se refaire tous les films light, un peu Ouais. sympathiques. Après tout, Euh, regarde les lives d'Harry Habitant, tout ça, c'était pas mal. C'était une oui, bonne c'est idée. vrai. Alors, si on a le moral en baisse, alors que ça faisait un mois que j'avais la pêche, pourtant sport, ménage, FaceTime avec mes petits-enfants, qu'est-ce qu'on fait? Bah donc voilà, on vient de répondre à la question. Euh, Et surtout, on se crée des objectifs. Peut-être que ce qui fait qu'une personne comme ça, hyper dynamique, a une baisse de morale, c'est que tant qu'elle était dans son quotidien, elle avait des objectifs quotidiens, comme son nom l'indique. Et là, tout d'un coup, on est dans des journées qui peuvent être, si on se laisse aller au quotidien, sans objectif autre que les tâches ménagères, s'occuper des enfants, etc. Donc peut-être qu'un des exercices que je peux recommander, c'est de prendre un carnet ou un papier, un stylo, et d'écrire ses objectifs de vie. On peut en avoir 2, 3, 4, 5, 10, je ne sais pas, et on les décrit, et on en choisit un, on le divise en étapes, un qui est potentiellement qui peut avoir un commencement de réalisation pendant le confinement, et on le divise en étapes, et chaque jour, on se fait une petite étape qui mène vers cet objectif. Et là, on aura peut-être un sentiment de satisfaction qu'on n'a plus en fait, on n'a plus de satisfaction quotidienne autre que l'amour familial en fait. alors, je dis bonjour à Christian qui nous a rejoint, à Viva, à Fred, à Yaël, à Jean-Louis. Bon, il y a pas mal de monde. Euh, je voulais poser cette question qui va intéresser pas mal de monde. Donc, les enfants sont à la maison. Le rythme est soutenu, le repas, le ménage, les douches, les bains, enfin, bon, ça ne s'arrête pas en vrai. Comment éviter que les parents craquent? Euh, Problématique compliquée, mais j'ai envie de te dire un petit peu à l'instar de ce que je disais pour la motivation, on a appris à fonctionner sous l'égide de l'obligation, mais c'est pas le bon paradigme en fait. C'est-à-dire que vis-à-vis des enfants, quand on leur fait les devoirs, quand on passe un moment en famille, on a le sentiment qu'on remplit une obligation, un office en fait parental, et donc du coup on prend absolument pas plaisir. En plus, on a eu l'habitude de déléguer ces tâches au professorat, potentiellement en considération de l'âge de chacun des enfants. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que on se sent meurtri, acculé dans ce lien qu'on n'a pas l'habitude d'entretenir. Et finalement, on en arrive potentiellement au burn-out ou en tout cas à des formes édulcorées du burn-out. Donc finalement, il y a, j'allais dire, bon, il y a le côté hyper problématique où on découvrirait peut-être qu'un enfant
est problématique lui-même. Et dans ce cas-là, là, il faut juste calmer le jeu, tempérer et puis attendre de prendre du recul sur ce qui se passe. Peut-être qu'on fait des découvertes sur ces enfants. Mais dans 99% des cas, on a juste des enfants hyper dynamiques et c'est normal. C'est juste sain. Donc, ce qu'il faut faire, je pense, c'est soi-même en tant que parent, prendre conscience que c'est pour nous un moment de récréation. Donc, quand les enfants Qui sont au dure, devoir, qui dure. c'est dur, hein? Oui. Mais quand les enfants sont au devoir, ils sont au devoir. Et quand les enfants sont en récréation, ils ont une énergie débordante. Il faut structurer leur énergie. Et peut-être que c'est le moment pour les parents de découvrir leurs enfants. Parce qu'il y a des enfants qui sont manuels, des enfants qui sont plus cérébraux, d'autres qui sont plus créatifs. Donc c'est intéressant de structurer leur énergie en fonction de ce qu'ils sont. Et donc à ce moment-là, de prendre part à la récréation avec eux. Ça permet en fait de créer un lien beaucoup plus fort entre les parents et les enfants. Donc je pense que la recette, c'est de participer au jeu, que ça devienne ludique pour les parents, et en même temps, évidemment, créer un relais quand on a la chance d'être deux parents, d'avoir peut-être un parent qui joue avec les enfants pendant un moment de récréation, l'autre parent qui travaille, et vice-versa, un parent qui travaille, un parent qui joue avec les enfants. Donc créer une forme de relais et surtout prendre conscience que c'est plus qu'une obligation, ça doit être un plaisir. Il faut essayer de se Parfaite conditionner ça. organisation en suivant tes conseils. Voilà, il suffit juste de s'organiser. Voilà, de structurer les temps, faire un programme. D'accord. Alors là, c'est une question lourde. On entend parler de la violence faite aux femmes. Mhm. Donc, elles doivent appeler le 119. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces hommes qui ne savent pas se maîtriser? Tu crois vraiment qu'on doit leur dire quelque chose? Euh, Franchement, je crois qu'il n'y a rien à leur dire. Pour moi, c'est les bas-fonds de l'indignité de l'humanité. Donc, éventuellement, de consulter quand le confinement sera fini, mais c'est pas trop à eux que j'aurais envie de passer un message. En revanche, aux femmes qui, dans cette période, j'allais dire, d'incarcération d'État par défaut, sont enfermées avec des dégénérés. Et ben, c'est d'abord, comme elles ont une marge de manœuvre limitée, de faire appel à la loi pour se sortir de là. Et deuxièmement, de prendre conscience qu'on est dans une période impérieuse où des gens meurent, et c'est malheureux. Donc elles n'ont pas le droit de céder leur intégrité physique et de se laisser mourir à petit feu entre les mains de personnes violentes. Donc je pense que ça peut être une prise de conscience pour ces femmes et une possibilité pour elles de changer de vie complètement. Donc, sachant que on pourra refaire des tonnes de lives sur ce sujet parce que c'est un Oh, sujet très lourd et très compliqué. Voilà, je regarde si on a des questions. Je crois que tu as des propositions de photos, Charlotte. super. Dis-leur que je suis un peu trop vieille maintenant. Ben, on n'a pas de questions aujourd'hui. Donc les gens sont là, mais on n'a pas de questions. D'accord. Sinon, qu'est-ce qui peut se passer au quotidien dans une maison enfin, qui puisse Eh stresser, ben, qui puisse on l'a stresser pas, les gens? on l'a pas abordé parce que toi, t'es bien loti, mais les problèmes de couple, peut-être. Les Ouais. problèmes de couple, la mésentente. C'est une réelle problématique parce que tout d'un coup, on se retrouve dans une situation Tu as eu anormale. des retours déjà par rapport à ça? Oui, évidemment, j'ai eu des coups de fil dans le cadre de mon activité de personnes qui se retrouvaient dans des problématiques diverses et variées. Pour n'en citer que deux, bon, bah, il y a la problématique du couple qui vit ensemble et qui n'a jamais eu à subir de se trouver dans la même pièce aussi longtemps dans une même journée. Et c'est pas évident hein, parce qu'on est quand même configuré pour être des loups solitaires, pour vaquer à nos occupations de la façon dont on le souhaite. Et donc finalement, c'est pas évident. Je crois que si la situation n'est pas irrémédiable, parce que des fois c'est aussi une prise de conscience ou quelque chose qui éclate au visage que ça ne va plus dans le couple, mais quand ce sont juste des frictions liées à la promiscuité, je crois que mon conseil c'est de chercher de l'amusement tout le temps. J'allais dire comme avec les enfants. Encore une fois, c'est une période courte à l'échelle de nos vies. 2 mois ou 2 mois et demi d'isolement familiaux, ça reste court. Donc encore une fois, mettre à profit pour chercher de l'amusement, pour chercher des centres d'intérêt commun, pour faire des activités à la maison bien sûr, mais peut-être partager, s'il y en a un qui est manuel, qui partage sa passion à l'autre, que l'autre s'y prête même s'il n'est pas doué là-dedans, de façon ludique.
Il faut partager. vraiment que chacun mette de l'eau dans son vin, dans l'idée, hein. Complètement, c'est de la conciliation à 100%, mais pas de la conciliation par obligation, justement pour trouver de l'amusement en fait, pour trouver une façon de se retrouver. Et Et puis pour les après, gens qui sont seuls chez eux, donc c'est très long, la solitude à la longue est voilà. pesante. Qu'est-ce que tu nous conseilles? Alors, j'allais dire, il y a la problématique de ceux qui sont seuls mais en couple. Ça veut dire qu'ils sont en couple à l'extérieur. Enfin, il y a l'autre moitié qui est peut-être un petit peu plus loin dans Paris ou dans une autre ville. Et il y a ceux qui sont réellement seuls. Alors pour les premiers qui sont en couple et séparés, c'est compliqué parce que ça crée des incompréhensions généralement, les relations à distance. Ça crée souvent euh, des choses étranges, des questionnements du style pourquoi me répond-il pas, est-ce qu'il est occupé, comment il peut être occupé parce qu'on est en confinement et donc on devient hyper anxieux à l'idée des activités de l'autre alors que de fait l'autre ne fait rien. Et donc ma problématique en réalité, c'est qu'il faut induire que les gens se comportent comme s'ils avaient un quotidien vis-à-vis de l'autre pour ne pas devenir une source, une chape de plomb sur le quotidien de l'autre. Quotidien qui est déjà relativement vide. Et donc il ne faut pas que la façon dont une personne s'occupe vienne créer une anxiété chez l'autre. Donc il faut que chacun ait le même respect de la liberté de l'autre que quand il travaillait. Donc ça, c'est un premier conseil. Et puis pour les personnes qui sont seules et célibataires, euh, et bien comme je le disais tout à l'heure, on peut quand même créer du lien humain. On vit dans une. Je lisais quelque chose qui disait que si ça nous était arrivé dans les années 90, on aurait vécu beaucoup plus difficilement. C'est vrai. On avait des Nokia, ou peut-être pas encore d'ailleurs, je ne sais plus exactement quand le téléphone est arrivé, le téléphone portable. On n'avait pas de connexion Internet où elle était faible débit jusque dans les années 2000. Donc finalement, on aurait très mal vécu cette période puisqu'on aurait été esselé ou peut-être on se serait recentré sur l'essentiel, la lecture et l'apprentissage. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, on a des outils. Donc c'est pas parce qu'une personne est célibataire et seule qu'il est coupé du monde. On a la possibilité d'aller dialoguer avec nos amis, avec des potentielles rencontres sur Internet. Et moi, je conseille de le faire. Il n'y a pas de, il n'y a pas de mauvaise méthode pour aller au contact de l'autre. Le fond, c'est le plus important. Non, c'est vrai que quand on est, oui, on a son portable dans la main, disons qu'on peut vraiment passer du temps à parler, que ce soit sur toutes les applications, Tout à fait. Facebook, Insta, WhatsApp, les vidéos, on peut vraiment passer du temps là-dessus. Bon, Tout à bah fait. écoute, je regarde nos questions. Écoute, Alors Charlotte, bah, ça t'a répondu déjà à pas mal de questions, donc je vous remettrai le lien du live un peu plus tard, comme ça vous verrez les réponses de Charlotte qui ont été dites un peu plus tôt. Comment fait-on, là c'est quoi? C'est Aviva, Rivka. Comment fait-on pour gérer les up and down en cette période? On l'a vaguement évoqué au début. alors, est-ce qu'on les gère? On les gère en cherchant le up, en fait. Ça veut dire, on a tous des up and down. J'allais dire, dans une même journée, on est une fluctuation d'état. On ne peut pas dire qu'une minute après l'autre, on est la même personne. Donc, on la gère en les acceptant et en se rendant compte que quand on est en down, c'est juste une perception erronée de notre propre personne, de notre propre état. Donc on cherche le up. Donc on va faire quelque chose qui va nous donner de la satisfaction. Que ce soit, comme je disais tout à l'heure, chercher une activité qui nous nourrit d'un certain plaisir, de l'humour, rigoler, etc. Ou que ce soit chercher du réconfort auprès d'une amie, l'appeler, passer un petit moment réconfortant auprès des gens qu'on aime, faire un FaceTime avec sa famille quand on a la chance d'en avoir, et puis surtout relativiser, se rappeler qu'on a la chance, nous tous qui sommes sur ce live, d'être en bonne santé et que une fois que tout sera derrière nous, on pourra reprendre une vie normale, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Parfait. Je regarde encore. La lecture n'est-elle pas la meilleure des solutions pour s'évader? C'est vrai que ça, c'est pas D'accord. mal du Surtout tout. en cette période, en plus, ça permet, comme quand je parlais de créer du lien humain et que je parlais des voisins, que je parlais des applaudissements, etc., la lecture, c'est aussi créer du lien humain parce qu'on s'attache, comme dans les films d'ailleurs, et peut-être avec un livre de façon encore plus profonde, à des personnages, à des vécus. Et donc, on a l'impression de faire partie d'une histoire. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand on voit ses voisins, ça paraît rien, mais on voit qu'une histoire, le fil d'une histoire continue de se dérouler. Et avec un livre, on a cette sensation aussi de faire partie d'un récit, de faire partie d'une progression de l'humanité. Oui, je suis d'accord, le livre, c'est un merveilleux moyen de s'évader
et de progresser. Alors là, on a une question de Gad qui est je la trouve très sympa. La famille manque, les moments partagés manquent, faire un arbre généalogique pour créer de nouveaux liens familiaux. C'est sympa ça. Excellente, excellente idée parce qu'on prend rarement le temps de faire ce genre de choses. Ça demande du temps, ça demande de la recherche, etc. Comme faire des albums de famille, en réalité, on prend rarement le temps de collecter dans nos iPhones les milliers de photos qu'on fait de nos enfants, de nos parents. Et faire cette quête, cette recherche, en plus, ça permet encore une fois de créer du lien parce que pour ce faire, on va peut-être appeler nos parents, nos grands-parents s'ils sont encore en vie, poser des questions, faire. Donc, ouais, c'est une excellente idée. J'aime Excellente bien idée. aussi. On a une question. Comment gérer un down qui dure depuis 3 4 jours avec une personnalité très solaire d'habitude? Euh, Est-ce qu'il y a une recette? Je ne sais pas, peut-être déjà en identifiant ce qui a plongé dans le down, c'est la première étape, l'identification de ce qui fait que peut-être cette fois-ci, la dépression au sens littéral du terme dure plus longtemps qu'à l'accoutumée. Donc l'identifier et puis après, soit agir sur la cause, et si on n'a pas réellement la cause ou qu'on n'a pas de moyen immédiat d'agir sur la cause, changer quelque chose radicalement dans son quotidien. Si par exemple vous êtes une personne pas tout à fait sportive, qui n'a pas la motivation pour se faire, et ben se dire aujourd'hui je vais prendre un tuto, je sais pas moi, pilates et faire une séance de pilates. Je vais faire un gâteau que je n'ai jamais fait. Faire quelque chose qui apporte une satisfaction immédiate et qui change, qui coupe un petit peu avec un quotidien qui devient blasant en fait. Essayez. Essayez Et des choses. c'est ce qu'on disait précédemment. Il faut se Toujours trouver essayer. des activités qui nous font du bien, tout simplement. Voilà. Ok, Charlotte, bah, je n'ai plus de questions. Merci. Apparemment, non plus. Merci mille fois de nous avoir autant éclairés. J'espère que ça aura été utile. Bah, Et, je pense, parce que ça va faire du bien à tout le monde, sachant que vraiment tout le monde en a besoin à l'heure actuelle. et merci pour ce que Euh, tu fais. Merci parce que c'est extrêmement important qu'on puisse avoir comme ça des petites conversations qui sont groupées, qui nous permettent de nous reconnecter en fait autour des thématiques qui nous inquiètent. Voilà. Et Déjà, c'est donc, un plaisir de te voir et je mm, pense que ce live va faire du bien à beaucoup de gens. très bien. Et donc pour finir, n'oubliez pas, je pense que l'essentiel, c'est de se créer un quotidien, de créer des obligations ludiques et de se faire plaisir tous les matins en prenant une bonne douche, en se parfumant, en s'habillant bien. Bref, être entier, vivant à 100% de tous les points de vue. Très important. Enfin, je reçois des messages là, donc on peut te retrouver. Donc Charlotte Tico auteur sur Instagram. Ouais. Les gens J'ai veulent un... prendre rendez-vous avec toi. Je rappelle Alors, que Charlotte est coach de vie. Je l'ai dit au début, mais je le répète. Et que tu te déplaces, je crois. je me déplace, je reçois habituellement dans un encart privé à l'hôtel Molitor. Actuellement, tout cela est bien compliqué, donc je fais des consultations par téléphone éventuellement. Pour l'instant, on peut me joindre sur mon Instagram. J'ai un site internet, mais j'en profite comme j'ai mis à profit le temps pour le remanier, donc il est actuellement off, mais il va bientôt repartir et il s'appelle charlotte.coach. On peut me contacter par ce biais également. Pour l'instant, Instagram, Facebook, ou alors si c'est un ami à toi, il te demande mon numéro. Charlotte Tico auteur, donc. Voilà. Ok. Bon, bah, mille merci, Charlotte. Merci à toi. Des gros bisous à tout le monde. Et on se retrouve demain, vendredi et dimanche avec une psychiatre, un pharmacien et une présidente d'association qui est maman de 5 enfants. Donc, on a plein de choses à dire encore. Voilà. Salut tout le monde. Merci, Charlotte. Merci à vous.